Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition du 19h, une édition dont voici les titres, au premier rang desquels l'annonce de l'assouplissement des mesures sanitaires en vigueur. Le ministre d'État sera notre invité, couvre-feu décalé, regroupement en extérieur, jauge d'accueil, ambiance musicale, port du masque, point sur la campagne de vaccination qui va être encore élargie. Nous évoquerons tous ces points avec Pierre Dartout. Le groupe Monte Carlo Société des Bains de Mer vient de dévoiler ses résultats consolidés pour l'exercice 2020-2021. Ils sont bien évidemment impactés par la crise. Jean-Luc Biamonti, le président délégué du groupe, dressera avec nous le bilan de ces derniers mois et ce qui sera les perspectives qui se dessinent pour la saison estivale. À la faveur de l'émergence de nouvelles technologies de pointe, la chirurgie robotique s'est considérablement développée au cours des dernières années. Le centre hospitalier Princesse Grace s'est doté de plusieurs robots et offre l'opportunité au public de découvrir samedi le dernier appareil qu'il a acquis. Le complexe balnéaire du Larvoto, entièrement rénové et réorganisé, sera inauguré début juillet. Des plantations sont en cours pour végétaliser les lieux. Reportage à suivre dans ce journal. Le public était de retour jeudi soir à la salle Gaston Médecin pour assister à la large victoire de la Roca Team face au Mans 75-52 et par la même occasion pour fêter les héros de la campagne victorieuse de l'Eurocup. Mais sans plus attendre, nous accueillons le ministre d'État, Pierre Dartout, pour évoquer la poursuite de la sortie de crise. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Une nouvelle étape est franchie dans la gestion de la crise sanitaire en principauté. Un assouplissement des mesures en vigueur a été décidé. Absolument, toujours dans le même esprit, c'est-à-dire de concilier à la fois la protection de la population et la nécessité de préserver les activités économiques. Nous sommes dans une phase qui traduit une évolution favorable, voire très favorable. Hier soir, nous avions un taux d'incidence qui était de 10,4. Il n'a rarement été aussi bas. Et donc, nous considérons qu'il est nécessaire maintenant d'assouplir un certain nombre de mesures. Après concertation avec le Conseil national, j'ai donc proposé au souverain, au nom du gouvernement, un certain nombre de mesures d'assouplissement. Par ailleurs, une petite chose aussi à préciser, c'est que ce sont des mesures d'assouplissement, mais il ne faut surtout pas baisser la garde et garder en tête la nécessité d'appliquer les gestes barrières. Alors, quelles seront les modalités très concrètes de cet assouplissement ? Alors, les mesures principales sont les suivantes. Premièrement, le couvre-feu, qui va être porté de 22 à 23 heures. Les restaurants continueront à être ouverts jusqu'à 23 heures et même jusqu'à 23h15 par tolérance. Ils seront même ouverts en continu à partir de 15 heures. Et donc, assouplissement aussi, puisqu'il y aura tolérance pour un accompagnement musical, à condition qu'il ne soit pas de plus de 74 décibels, et à condition aussi que ça ne donne pas lieu à de la danse. Mais tout cela pour dire, les restaurants ont donc plus de possibilités, mais bien sûr, nous maintenons un certain nombre de mesures, et par exemple, pas toujours 6 personnes par table et des distanciations. Les jauges pourront être revues pour certains événements, Absolument. notamment. Alors nous allons, pour des grands rassemblements, notamment dans le cadre de congrès ou de spectacles culturels, on acceptera une jauge de 70% de la capacité avec un nombre maximal de 1000 personnes, qui pourra faire peut-être l'objet de dérogations dans des circonstances particulières. Certains commerçants, le week-end dernier, le week-end du Grand Prix, se sont plaints de restrictions encore trop nombreuses. Ne craignez-vous pas aujourd'hui que les bars et les établissements de nuit, notamment, estiment que l'on ne va pas assez loin ? Qu'avez-vous à leur répondre ? Alors, pour les bars, justement, on va porter l'heure de fermeture de 19h à 20h. Là aussi, c'est un assouplissement pour les cafés et les bars. Et ce que nous leur disons, c'est que le Grand Prix de Monaco est le premier Grand Prix qui s'est déroulé dans des conditions non pas normales, pas comme les autres années,
mais dans des conditions quand même où il y avait une jauge de 7500 personnes pour le public, et donc d'une jauge qui n'était pas négligeable, loin d'être négligeable. Mais nous sommes toujours en pandémie, et donc nous n'avons pas pu avoir une jauge totale, c'est-à-dire utiliser le plus possible, de façon maximale, les capacités d'accueil dans les tribunes ou ailleurs pour voir ce Grand Prix. Nous étions contraints parce que la pandémie, certes, est en régression, mais elle n'est pas surmontée définitivement. Donc il faut toujours tenir compte de ces réalités. Mais ne pas oublier que, par exemple, des Grands Prix qui vont venir maintenant se tiendront dans des conditions totalement différentes. Ce Grand Prix de Formule 1, justement, a constitué un formidable test grandeur nature d'un retour vers une vie presque normale. Les chiffres qui découleront de cette expérience pourront vous guider sur la suite à donner à la sortie de crise? Oui, je pense que d'abord le Grand Prix a été, je remercie l'Automobile Club, a été bien organisé, très bien organisé. Et les mesures que nous avions mises en place ont été respectées. Et donc c'est effectivement un événement qui, par son importance, par le nombre de personnes qui y ont assisté, par les contraintes qu'il présente, doit nous servir de leçon. Nous devons tirer tous les enseignements, notamment pour les autres événements qui vont venir. Alors, très important, le port du masque, qui reste l'un des gestes barrières capitales, va-t-il être abandonné? Non. Nous continuons à dire qu'il faut porter le masque. Et nous disons aussi de la façon la plus nette, ce n'est pas parce que nous sommes vaccinés que nous devons nous priver de porter le masque. Au contraire. Extérieur? En extérieur et en intérieur. Donc ça, les choses ne changent pas. Je crois que c'est tout à fait nécessaire de continuer à porter le masque et de respecter les distances, y compris chez soi. Peut-on faire un point sur la vaccination, dont on dit qu'elle est l'arme la plus redoutable contre la Covid-19? Effectivement, je crois qu'il y a eu deux facteurs qui expliquent l'évolution favorable que nous connaissons à Monaco. Il y a eu la vaccination et puis aussi la grande discipline de la population qui a bien appliqué les mesures. Alors cette vaccination, nous sommes entre à peu près à plus de 40% de la population qui a été vaccinée, qui a reçu au moins une dose. On est passé récemment à la génération, si j'ose dire, des plus de 35 ans. Et nous allons avoir donc des approvisionnements nouveaux la semaine prochaine. Et je peux vous dire qu'à compter de lundi, nous allons ouvrir à tous les adultes de plus de 18 ans. Ah, donc c'est un point important donc, pour tous les majeurs, possibilité de se faire vacciner à partir de lundi. Absolument. Qu'en est-il d'un possible pass sanitaire, à l'image de celui qui a été voté hier soir en France? Alors, tout à fait, c'est essentiel, parce que ça répond forcément à un besoin, à une nécessité, notamment pour la population monégasque qui peut se déplacer, soit pour des raisons liées au voyage d'affaires, soit pour des raisons liées aux vacances. Alors, nous travaillons là-dessus en étroite liaison avec le gouvernement français, sur lequel nous nous adossons. Et c'est un sujet qui n'est pas simple, tant sur le plan technique que sur le plan juridique. Mais je pense que nous sommes en train de surmonter les difficultés. Nous aurons un prochain contact en début de semaine prochaine. Et je peux dire que je suis raisonnablement optimiste pour que l'on arrive à un système qui sera efficace et qui pourra être accepté par la population. Alors c'est un point aussi très attendu par les acteurs économiques de Monaco. Le gouvernement s'est-il fixé une date butoir pour les aides qui ont été débloquées? Alors il y a toujours la CARE qui fonctionne, qui est ouverte à l'ensemble des activités, comme vous le savez. Il y a aussi le cas particulier du secteur événementiel qui a plus souffert que d'autres. Et là aussi, une structure sera la CASE qui sera mise en place pour faire face aux problèmes de ce secteur. Pour le reste, nous avons décidé de porter le délai du CTTR du 30 juin au 31 juillet, c'est-à-dire qu'il est encore reconduit pendant un mois, en espérant pourtant qu'il sera moins utile à compter de maintenant, puisque les restaurants, les bars notamment, on sait que l'hôtellerie-restauration est un des secteurs
qui a utilisé le plus cette procédure, que ces secteurs-là, maintenant, vont pouvoir fonctionner dans des conditions non pas peut-être optimales, mais plus normales. En conclusion, Monsieur le Ministre, ce qui ressort de vos propos, c'est que la prudence, et j'irais même jusqu'à dire la méfiance, prévalent aujourd'hui toujours face à cette menace insidieuse? Alors, ni prudence ni méfiance, je dirais vigilance, mais on est un peu dans le même sujet. Je crois que c'est indispensable, il faut toujours continuer à être vigilant. Comme je l'ai dit, le port du masque, les gestes barrières, se laver les mains très régulièrement dans la journée. Nous sommes sur la bonne pente et il faut être très raisonnablement optimiste. Nous avons fait des progrès importants. Je pense que nous sommes en capacité de surmonter les choses. Mais bien sûr, Monaco n'est pas isolé du reste du monde. Il y a bien sûr les risques qui peuvent toujours se présenter de par certains pays où se développent un certain nombre de variants qui peuvent être dangereux. Mais nous avons fait beaucoup de progrès en matière de vaccination et ça, c'est un point très positif. Le télétravail sera-t-il maintenu? Oui, le caractère obligatoire du télétravail sera maintenu. Nous y avons réfléchi, mais nous avons considéré que c'était un outil important et qui, lui aussi, a permis de limiter le développement de la pandémie. Donc, pour l'instant, nous maintenons ce système. Toutes nos mesures sont pour 15 jours. Vous nous annoncez donc que vous serez là dans 15 jours, ici même dans ce studio, Peut-être, pour nous annoncer si vous tout m'invitez, ça. bien Voilà, entendu. nous vous inviterons avec grand plaisir. Au cours des dernières années, les nouvelles technologies ont permis le développement de la chirurgie robotique. Le centre hospitalier Princesse Grace s'est d'ailleurs doté de plusieurs robots. Hier, l'un d'entre eux a été présenté au prince souverain. C'est un reportage de Sandrine Nègre, Lionel Bernardi et Serge Prémont. Comment fonctionne un robot chirurgical? Eh bien, pour le savoir, quoi de mieux que de le tester, comme le fait ici son Altesse Sérénissime le Prince Albert II. Car depuis le 27 mai, le CHPG propose les Robot Days, avec une session ouverte au public sur réservation le 29 mai. C'est à la fois de faire de la pédagogie et de faire savoir que maintenant nous avons la chance à Monaco de posséder cet outil. Maintenant, nous avons en chirurgie digestive effectué la formation nécessaire pour dire qu'on est fiable et prêt à opérer les patients. Donc un des buts, c'est de faire passer le message aux patients en leur disant on a la possibilité aujourd'hui de vous opérer avec cet outil moderne qui va faire que vous allez être mieux opéré, avec de meilleurs résultats et des suites opératoires plus simples. Ce robot chirurgical a ainsi été sorti du bloc opératoire pour être présenté et utilisé de manière ludique et pédagogique. Il faut dire que les avantages et les qualités de ce robot sont nombreux. Ce type de robot, en fait, n'est que l'évolution d'une technologie qui a débuté il y a une quinzaine d'années. Et donc, comme pour l'industrie automobile ou pour les voitures, il y a à chaque fois des technologies de plus en plus poussées et modernes. Et donc, cette technologie, la dernière version d'une chirurgie robotique qui existait déjà au CHPG, mais même avant, depuis plusieurs années. Donc il y a de nouvelles technologies qui rendent la chirurgie encore plus précise, encore plus fine, et qui permettent surtout de la rendre plus reproductible. Et en plus, cette nouvelle technologie-là permet d'élargir les indications. Nous, en urologie, on faisait depuis longtemps la prostate, les reins, la vessie. Et grâce à cette nouvelle technologie, nos collègues chirurgiens digestifs vont pouvoir opérer le côlon, le rectum, le pancréas. À noter pour terminer qu'il ne faut pas oublier que le robot est un outil qui magnifie les gestes du chirurgien. Le chirurgien commande le robot qui lui permet d'avoir des gestes encore plus précis qu'avec ses mains et les outils de cœlioscopie utilisés jusqu'à présent. Et voici les horaires auxquels vous pourrez vous rendre samedi au CHPG de 9 h à midi. D'un robot à l'autre, Alexandra Pani, bonsoir. La Fondation Princesse Charlène et la Fondation Prince Albert II de Monaco viennent d'offrir un robot à la capitainerie du port. Bonsoir Patricia, un robot bon pour l'environnement car il permet de collecter toutes sortes de petits débris polluants dans les ports. Il récupère ces déchets qui stagnent à la surface de l'eau et apporte ainsi un soutien aux autorités portuaires. Les dipoles fonctionnent en créant un petit courant aspirateur circulaire, mais rassurez-vous, ils sont inoffensifs pour les petits poissons.
Un nouveau partenariat pour Monaco Tech. L'incubateur monégasque vient effectivement d'annoncer une collaboration avec l'accélérateur de création d'entreprises technologiques canadien. Ce partenariat permettrait aux startups monégasques de bénéficier d'un accompagnement au Québec, porte d'entrée vers le continent nord-américain, et pour les entreprises canadiennes de percer le marché européen. L'Office monégasque met en vente 2 nouveaux timbres. Oui, Patricia, ils seront disponibles à partir du 19 juillet. Le premier sur le thème des cartes anciennes. Il illustre une carte de la principauté datant de 1914 qui permet de constater l'évolution du territoire monégasque. Un autre timbre sera également disponible avec un dessin d'Hercule et le taureau crétois. Suite aux travaux de restauration de la galerie d'Hercule au Palais Princier, des fresques du XVIe siècle ont été mises au jour et cette peinture en fait partie. Un chiffre d'affaires de 336,9 millions d'euros contre 619,8 millions d'euros l'exercice précédent. Une importante baisse imputable à la crise de la Covid. Le groupe Monte Carlo Société des Bains de Mer vient de dévoiler ses résultats consolidés pour 2020-2021. L'occasion de faire le point avec le président délégué du groupe, Jean-Luc Biamonti. Jean-Luc Biamonti, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation alors que viennent d'être rendus publics les résultats consolidés du groupe, les résultats 2020-2021. Alors, il faut préciser que c'est une période qui court du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. Et bien évidemment, le premier enseignement, c'est que la crise n'a pas épargné le groupe. Cette industrie, que ce soit les hôtels, les casinos, les restaurants, on est en première ligne. On est les plus impactés par cette crise et donc effectivement cet exercice-là, il est pratiquement entièrement Covid, à part une petite parenthèse l'été. Et donc on en subit les conséquences, comme vous dites, de plein fouet. On a un chiffre d'affaires qui baisse de moitié et des résultats qui baissent et qui s'effondrent. On fait... Au niveau opérationnel SBM, on perd 100 millions d'euros, 110 millions d'euros, plus les frais financiers, ça nous fait, oui c'est ça, à peu près 110 millions d'euros avec les frais financiers. En revanche, on est compensé parce qu'il se trouve qu'il y a des activités qui bénéficient du Covid, c'est presque honte de le dire, mais le Betclic a bénéficié du Covid. L'activité de Betclic s'est beaucoup développée et il nous rapporte, notre part dans Betclic nous rapporte 30 millions, donc 110 millions de pertes à la SBM, plus 30 millions de Betclic, on finit à moins 80 au niveau consolidé. Cela fait partie donc des motifs de satisfaction. Il y en a un autre, le secteur locatif ? Le secteur locatif a bien résisté puisqu'effectivement, d'un exercice sur l'autre, on augmente de 11% sur l'ensemble de cette période difficile que vous avez évoquée, enfin sur l'ensemble de l'exercice. On a fait un compromis avec nos locataires commerciaux, c'est-à-dire les magasins, pendant la période où on était en pur lockdown, c'est-à-dire totalement fermé. Et là, on a pris l'initiative, parce que c'est des partenaires, parce qu'on travaille tous ensemble, de faire des réductions de 50% sur les loyers sur ces 3 mois. À part ça, l'ensemble du secteur locatif a été payé sans réduction, et donc on est en augmentation sur l'année précédente. Comment les jeux ont-ils traversé la crise ? Notre business model, il repose sur un brassage de population. Si les gens ne peuvent pas se mettre dans un avion pour venir en principauté, c'est assez compliqué. Donc on a résisté, mais quand même mieux qu'on ne pensait aux jeux, avec des machines à sous qui ont à peu près tenu et des jetables qui souffrent un peu plus parce qu'on n'a pas la clientèle internationale. Est-ce que le modèle monégasque qui vous a permis de laisser quelques établissements ouverts, ce qui n'a pas été le cas ailleurs, vous a permis d'atténuer ces pertes ? Cela aurait pu être pire ? Non, d'abord, ce que vous appelez le modèle monégasque, moi je tiens à remercier le prince et le gouvernement princier pour tout ce qu'ils ont fait. Parce que rétrospectivement, ils ont pris les bonnes décisions. On est resté plus ouvert qu'ailleurs. Globalement, Monaco, ça nous a effectivement permis de maintenir une politique de Monaco ville ouverte et pas ville morte. En revanche, d'un point de vue financier, puisque vous avez posé la question d'un point de vue financier, c'est moins évident, parce que le plus simple, c'était de fermer tout. Mais on n'a pas fait ça. On a voulu jouer le jeu, on a voulu accompagner le gouvernement dans sa politique. Et donc, on a gardé l'ensemble des restaurants ouverts, l'ensemble des hôtels ouverts. On s'est vraiment posé la question de savoir si on ne fermait pas un hôtel ou deux. On ne l'a pas fait. Il fallait que Monaco continue à vivre. Le gouvernement nous a aidés non seulement avec ses réglementations, mais également avec le CTTR, puisqu'on gardait les hôtels ouverts, mais on n'avait pas l'ensemble du personnel dans l'hôtel. On gardait l'hôtel pour pouvoir accueillir quelques clients. Et donc, on a tenu le coup, mais financièrement, c'est dur, parce qu'un hôtel, il y a beaucoup de frais fixes.
et puis les frais de personnel, et après les revenus des clients. Donc quand vous gardez les frais fixes, vous réduisez le frais de personnel, et même vous n'avez pas de clients, vous avez toujours des pertes. Et cela a conduit à des mesures drastiques au cours des derniers mois. Elles étaient inévitables. Les économies qu'elles vont générer ont justifié ? Elles étaient inévitables vu l'ampleur de la crise, premièrement, et deuxièmement, je crois qu'il était très important de se remettre dans une position pour rebondir le plus agilement possible, le plus favorablement possible, dès que la situation sanitaire le permettra. Je crois qu'on a fait, oui, le plan nous économise 18 millions d'euros par an. Il nous coûte en revanche 25 millions la première année. Donc la première année et demie, il nous coûte, et puis après, on récupère un peu d'argent. On pouvait faire plus, on pouvait être un peu plus demandant. Honnêtement, c'était déjà bien. On a un rôle social dans cette principauté, il faut maintenir certains équilibres, donc on s'est arrêté là. On aurait pu pousser le curseur un peu plus loin, on ne l'a pas fait. Des difficultés donc, comme partout ailleurs. Jean-Luc Biamonti, tout le monde souhaite tourner la page, tournons la page. Le Grand Prix de Formule 1 s'est tenu, ça a été une réelle prouesse. Est-ce que cela a marqué aussi le début d'une reprise économique en principauté, ce week-end de Grand Prix ? D'abord, là encore, un grand merci au gouvernement et au président de l'Automobile Club qui s'est beaucoup battu pour qu'un certain nombre de choses se produisent. Oui, c'est le démarrage de quelque chose, puisque c'est quand même la première fois qu'on voit un Grand Prix depuis quelques années depuis des années, pardon. Non, n'exagérons pas. Depuis quelques mois avec des spectateurs. Première fois, il y avait des spectateurs. Au niveau économique, malheureusement, on reste toujours dans la problématique que je vous indiquais. Nous, on a fait un taux d'occupation des hôtels de 55%. On est d'habitude, bien entendu, archi plein. Donc on est à mi-capacité. Pourquoi ? Parce qu'on a perdu toutes les longues distances. On a un peu compensé avec de la clientèle, disons, un peu européenne. Et l'autre chose qu'on a perdue, c'est que les gros sponsors, Total, Renault, n'ont pas fait les grandes soirées, n'ont pas invité autant de clients en Monaco. Et donc on s'est retrouvé à 50% de taux d'occupation. Au niveau des restaurants, c'est assez intéressant. On a aussi là à peu près la moitié des couverts que l'on faisait les autres années pour 2 raisons. Il manque un peu de monde et surtout, il y a des mesures sanitaires. Donc, on ne peut pas remplir les restaurants comme on les remplissait avant. Mais le bon signe, est un peu, si on veut regarder avec un peu d'optimisme et d'espoir, c'est que les gens ont... Alors, c'est une période particulière, je ne veux pas généraliser, mais les gens ont dépensé beaucoup plus que précédemment. C'est quand on regarde le average spend, le montant moyen de dépensé par personne, il est très, très supérieur à ce qu'on faisait en 2019. Donc, vous l'avez souligné. souligné. Que les gens veulent s'amuser. Ils veulent s'amuser. Mais la problématique, vous l'avez souligné, l'inconnu, c'est la mobilité des voyageurs étrangers. Est-ce que vous avez tout de même des perspectives souriantes pour la saison estivale qui arrive ? Nous, on joue beaucoup sur juillet-août. Hein. C'est clé pour nous. Et sur cette période juillet-août, on a besoin des longues distances, c'est-à-dire des gens qui viennent de loin, essentiellement Moyen-Orient, Turquie, États-Unis, un petit peu d'Amérique latine. Et ça, malheureusement, à l'instant T, je ne sais pas quoi vous dire, donc on espère. Il semble que tous les chiffres, à part quelques pays asiatiques, tous les chiffres sanitaires vont dans le bon sens, à Monaco plus que les autres encore. Donc on ose espérer que ça va se relâcher progressivement et qu'il n'y aura pas de mauvaises surprises du type variant indien ou autre. La crise vous a impacté, mais la crise ne vous a pas freiné. Yannick Aleno est arrivé la semaine dernière. Le beach s'est refait une beauté. Je pense que quelque part, le fait d'être resté ouvert pendant cette période, à l'inverse d'autres pays ou de régions voisines, devrait nous attirer un peu de sympathie de la part de nos clients. On est resté là pour eux, même si ça nous coûtait de l'argent. Effectivement, donc vous l'avez rappelé, je paraphrase, mais Yannick Aleno a commencé déjà maintenant depuis la semaine du Grand Prix au restaurant Vistamar de l'Ermitage. Nous avons une nouvelle chef feu au beach. On avait fait une expérience cet hiver avec un grand chef italien à l'hôtel de Paris. Il s'appelle Andrea Bertone. Il avait fait un carton à l'hiver, donc on espère rééditer l'expérience. Donc on se prépare. La saison d'été, au niveau spectacle, on a fait de notre mieux. Quand je dis on a fait, c'est encore l'œuvre de Jean-René Palacio qui nous a coûté il y a quelques jours. Et c'est lui qui jusqu'au bout nous a aidés à travailler, à monter cette saison. On aura un gala de la Croix-Rouge sur la place du Casino. Et donc voilà, on espère que les conditions sanitaires nous permettront de jouer à plein. Eh bien, c'est tout le mal que l'on vous souhaite. Merci beaucoup, Jean-Luc Biamonti. Merci beaucoup.
Jean-Luc Biamonti évoquait le renouveau du beach et vous allez justement nous présenter, Alexandra, la plage retrouvée du Monte-Carlo Beach. Oui, il souffle comme un air d'années 30 du côté du Monte-Carlo Beach. L'établissement a retrouvé sa plage originelle tout en protégeant le site grâce à une digue récifale sous-marine. 3 ans de travaux ont été nécessaires. Les célèbres tentes du beach ont retrouvé enfin leur plage. La saison est lancée, Patricia. Et vous nous proposez maintenant du shopping solidaire. Effectivement, Patricia, Mission Enfance s'est inspirée de la tendance de ces plateformes de vente en ligne pour proposer une vente caritative de vêtements, femmes, hommes, enfants, mais aussi jouets sur Vinted. Pour rechercher la vente, il suffit d'inscrire dans la barre de recherche du site mission.enfance-377. Les fonds récoltés seront destinés aux différents projets menés par l'association. Solidarité toujours avec la 3e édition du concert Pousse la vie. Yvan Cassard a encore une fois répondu présent pour la Fondation Flavien. Il sera accompagné du groupe Call Me Winston, une soirée pour la bonne cause dans l'univers de Quentin Tarantino. On vous donne donc rendez-vous le vendredi 18 juin à 20h à l'auditorium Régnier 3 et rappelons que l'ensemble des fonds récoltés ira à la recherche contre les cancers pédiatriques. Le Monte-Carlo Beach a donc retrouvé sa plage des années 30 et le complexe balnéaire du Larvotto, quant à lui, présentera son nouveau visage au début du mois de juillet. De nombreuses plantations pourront être visibles au bord de l'eau. Elles sont actuellement en cours d'installation. Sandrine Nègre et Olivier Bonello se sont rendus sur place pour en savoir plus. Il s'agit d'une opération délicate et minutieuse. Acheminer sur la plage ces 4 gros pins parasols en motte. Toute une logistique est nécessaire. Plusieurs corps de métier sont ainsi représentés. Les équipes de la direction de l'aménagement urbain sont à pied d'œuvre. Nous venons de recevoir un 6e camion en provenance d'Italie concernant les plantations du parvis, enfin du complexe balnéaire du Larvotto et notamment la plage. Donc là, on doit livrer au plus tôt possible les plantations, notamment aussi pour les restaurateurs. Donc ils ont été, on va dire, livrés en premier. Et ces arbres n'ont pas été choisis au hasard, ils sont acclimatés aux embruns. Autre élément qui n'est pas non plus le fruit du hasard, la période d'installation. La soirée et la nuit permettent aux équipes de travailler en toute sérénité. On est le seul à travailler. Voilà, c'est la journée, il y a de multiples professions, de multiples prestataires qui interviennent. À cette heure-ci, il n'y a personne, il n'y a que nous, donc on est en entière liberté. On est sur la plage, il n'y a que nous, c'est beaucoup plus calme. Et il n'y a personne, notamment pour l'accès, vous allez voir, pour accéder sur la plage, il y a un couloir, il y a un tunnel, on est les seuls à l'emprunter, donc ça va aller beaucoup plus vite. Une fois passé justement le tunnel, place à d'autres étapes comme l'ancrage ou encore l'arrosage. L'installation de chaque arbre nécessite ainsi plusieurs heures. D'autres camions sont prévus la semaine prochaine avec de nouveau des pins, mais aussi des palmiers. La Ligue nationale de basket n'a pas vraiment tranché. Elle devait se prononcer aujourd'hui sur les modalités de la fin du championnat de Jeep Elite. Et pour l'heure, elle s'oriente vers des phases finales fin juin, mais au contour très flou. Envisagé au départ, il n'est plus certain que les 8 premiers du championnat s'affrontent. La décision finale devrait intervenir le mercredi 2 juin. Quoi qu'il en soit, ils attendaient, eux, cela depuis de longues semaines. Les supporters de la Roca Team n'ont pas boudé leur plaisir. Jeudi soir, ils ont retrouvé les gradins de la salle Gaston Médecin lors du match face au Mans. Il y avait certes une jauge, mais le bonheur était bien palpable, Frédéric Elion. Ils attendaient cela depuis tellement longtemps, le 28 octobre dernier précisément, et le match d'Eurocup contre le Lokomotiv Kuban-Krasnodar. Privés de tribune depuis près de 7 mois, les supporters de la Roca Team faisaient leur retour chez eux à Gaston Médecin jeudi soir, à l'occasion de la réception du Mans en Jeep Elite. Un MSB diminué avec seulement 8 joueurs sur la feuille de match, dont 2 espoirs. Les Manceaux vont pourtant prendre les commandes en début de rencontre, portés par Valentin Bigotte, 8 points dans le premier quart-temps, 12 au total. En face, Ibrahima Falfaye est absolument partout sur le terrain, présent au contre en défense, à la finition au alley-oop sur une passe de Rob Gray. Grâce à l'activité de son pivot sénégalais, Monaco fait un mini-break 18-14. Puis Dibost et Marcos Knight, en sortie de banc, plantent 2 tirs à 3 points, 26-20 pour la Roca Team après 10 minutes. Dans le deuxième quart-temps, Monaco va hausser très clairement le ton en défense. 7 interceptions, 10 balles perdues pour le Mans en 10 minutes.
Mathias Le Sort martyrise le cercle et régale le public avec un windmill bien puissant. Tout devient compliqué pour Le Mans et Rudy Demaïs donne 15 points d'avance à l'ASM à la mi-temps, 45-30. Damien Inglis, tout proche du double-double, avec 9 points et 12 rebonds, refuse l'accès au cercle. Marcos Knight termine le travail en contre-attaque. Monaco prend 20 points d'avance sur ce tir longue distance d'Inglis, 52-32. Le Mans n'abdique pas, 2 tirs à 3 points consécutifs signés Hayes puis Tarpé et recolle à -14. Dibost, meilleur marqueur du match avec 14 points, prend alors les choses en main, 64-45 Monaco après 3 quarts temps. Malgré l'expulsion de Mathias Le Sort pour une antisportive très sévère, puis une faute technique, la Roca Team gère la fin de match et l'emporte 75-52 avec une belle communion avec ses supporters après le coup de sifflet final et la présentation du trophée de l'Eurocup. Ça fait du bien, c'est content de revenir ce soir. En plus, dans la victoire, on a pu leur montrer aussi le trophée, donc c'était vraiment une soirée parfaite. Je pense que le dernier match qui s'était venu, c'était contre Loco en Eurocup. C'est un moment, donc je pense que c'était une bonne fête ce soir, un beau match sérieux, contre une bonne équipe qui avait des joueurs blessés, mais on a fait le boulot. On a pu célébrer ça après le match, tranquillement. Only thing I can comment tonight about it's difficult to comment the game, but the atmosphere finally we have, our people around us, good atmosphere. Okay, I know. Fortunately, Le Mans play without players. It was difficult to play with the 5 players, but they show some good energy in half part of the game. But okay, we play good. We want to, but it was difficult to show our best, especially now. Game by game, it's very difficult to comment the game, to analyze and everything. But I think, okay, we are still on a good road, and we still don't know the project of the championship. We stay until September or finish in June. 3 matchs au programme pour la Roca Team la semaine prochaine, 2 déplacements à Chalon-Reims et Roanne mardi et jeudi, puis la réception de Bourg-en-Bresse dimanche. Passons aux prévisions météo pour la journée de samedi, Alexandra. Patricia, je ne vais pas vous annoncer de bonnes nouvelles pour ce week-end. Le ciel sera bien gris en ce samedi. Les températures seront quand même agréables, allant de 17 à 22 degrés. Et nous fêterons les Aymars en ce 29 mai. Merci Alexandra. Nous refermons ce journal avec ces photos prises hier soir à la salle Gaston Médecin et le retour des supporters. Et je vous rappelle d'ailleurs que la Ligue nationale de basket a reporté au 2 juin sa décision finale sur la fin du championnat de Jeep Elite et sur la forme que cela prendra. Une petite mise en bouche pour demain. Le chef Michel Saran, de passage en Principauté, pour confectionner un repas à 4 mains avec Marcel Ravin, sera notre invité. Je vous donne rendez-vous demain à 19 h. Très belle soirée à tous.